Alors, Marie-France Berchi qui dit « Tu veux racheter un CC et ton projet de fourgon emménagé ?» Alors, la famille, aujourd'hui, je vais répondre à tes questions, les questions qui sont posées dans les commentaires. Une question de « Il est libre Max ». Et ton projet de fourgon, il avance ou pas? Donne-nous des nouvelles à ce sujet, et merci, tu nous as donné l'eau à la bouche, et puis plus rien. Mon projet de fourgon, je suis toujours en train d'étudier les composants que je vais installer dedans. Au niveau de l'implantation, je suis plus ou moins arrêté sur une implantation. J'attends le hangar en fait. J'attends d'avoir ce hangar pour pouvoir commencer vraiment à attaquer. Alors là, tu vois par exemple, aujourd'hui, alors que tu regardes, on est en train de me changer les pneus avant. Pendant que moi je suis sur la route pour descendre sur la Côte d'Azur. Et logiquement, je devrais rapatrier le fourgon courant de semaine prochaine. On n'a pas encore signé parce qu'il y a la toiture, il faut qu'ils nous refassent la toiture. Et du coup, la signature n'est pas encore faite, mais j'espère bien avoir les clés avant fin janvier ou courant, fin janvier quoi, on va dire. Une question de Brigitte Virzi. Bonjour, comment vous faites pour vous filmer quand vous êtes dehors? Tout simplement avec le bras. J'ai des lances, avec le bras, et j'utilise des objectifs grand angle et souvent des champs larges, ce qui fait qu'on a l'impression que la caméra est beaucoup plus loin, mais en fait elle est relativement près. D'ailleurs, si j'ai des personnages qui sont sur les extrêmes, et leur visage est tout déformé. J'ai eu, suite à la dernière vidéo, beaucoup de commentaires, des commentaires très intéressants d'ailleurs, où il y en a certains qui prennent ça comme une dictature en fait, le fait de réglementer, d'interdire le stationnement pour les camping-cars en fait dans certains endroits, c'était une dictature. On nous enlève la liberté. Moi je pense que la liberté, notre liberté, s'arrête où commence celle des autres. Tout simplement, c'est pour ça qu'il faut avoir une conscience quand même. Si on fait n'importe quoi, n'importe où, forcément si par exemple il y a des gens qui aiment jouer de la guitare électrique, c'est la liberté. C'est-à-dire ils aiment la musique, ils vont aller se planter dans un centre-ville, dans une place du village et ils vont jouer de la guitare. Et puis il y en a un autre à côté qui joue de l'accordéon. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a un troisième, il joue je sais pas quel instrument. Il y en a un autre, il a une bagnole qui fait un bruit, il roule sans pot d'échappement. Bon. Et qu'il tourne toujours au même endroit. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il faut forcément réglementer pour le confort des autres aussi. Alors c'est vrai que quelquefois c'est extrême. Je vois notamment des vidéos, moi j'aime le vélo, j'aime le vélo tout-terrain, j'en faisais beaucoup avant et je vais m'y remettre. Donc je regarde quelques chaînes de vélo, il y en a certains qui se font condamner parce qu'ils sont passés dans des endroits à vélo, parce qu'il y a des gens qui ont dénoncé et ils ont dit ouais nous on marche, lui il nous gêne. Bon. Mais c'est comme tout, il y a de l'excès. Moi avant je faisais de la moto d'enduro aussi, veut dire je partais dans la forêt avec ma moto et je roulais. Et j'avais une règle, comme beaucoup d'enduristes comme moi, la règle c'était de ne jamais passer une deuxième fois au même endroit. Ça veut dire que, alors tu peux y passer quelques jours plus tard, mais tu fais une boucle, tu ne repasses pas au même endroit. Voilà, tu fais une seule fois. Ça veut dire que la moto, on va l'entendre passer une fois, puis on l'entendra plus de la journée. Le problème c'est que tu as un bon spot, les gens ont envie de tourner avec la moto au même endroit. Et là ça finit par créer une nuisance. Et après, tu as des interdits. Bon, c'est pour tout pareil. Si tout le monde fait tout ce qu'il veut, si moi, mon idée, c'est d'aller me planter avec mon camping-car devant la porte de l'église, tu vois, par exemple, dans le centre du village, si on est 10 à faire la même chose, après, elle est où la liberté des autres? Toi, tu as la liberté de te garer, mais ceux qui vivent, t'oublies pas de t'abonner? C'est ici qui voient tous ces masses blanches
un peu partout au centre du village, ils vont te dire à un moment donné, non, c'est pas possible. Et le problème, il est là. Le problème, il est qu'on ne peut pas faire une règle pour les gens raisonnables et une règle pour les gens non raisonnables. La règle, elle est pour l'ensemble des gens, en fait. Tous, on se pénalise l'un les autres. Quand il y en a un qui fait une connerie, quand il y en a qui déborde, c'est nous qui payons. Tout le monde paye. Toute la communauté et l'ensemble des camping-caristes payent pour quelques personnes qui se disent « moi j'ai la liberté de faire ». C'est pas une prison, c'est pour respecter les autres aussi. J'ai plusieurs abonnés qui me demandent à quel endroit je descends dans le sud. Eh bien, je vais valider un camping-car à côté de Cannes, en fait. Et ensuite, je devrais rejoindre la base chez mes parents. Hein. Je devrais me stationner chez mes parents. Je dois récupérer quelque chose qui est arrivé là-bas, pour moi, dont je vais vous faire la démonstration. Et ensuite, logiquement, je devrais remonter. Je ne sais pas encore pour quelle destination, parce que j'ai beaucoup de choses à valider. Il y a quelques personnes pour qui le chauffage, l'histoire du chauffage, ça n'a pas été clair. Il y a des personnes qui ont compris que j'avais fait installer, et il y a des personnes qui ont compris que ça ne marchait pas. Donc ça y est, ça fonctionne. Et là, la température, elle bouge de 0,5 degrés, et elle est vraiment réglée comme sur du papier à musique. C'était juste le sens de circulation. Il y a un sens de circulation parce qu'il y a un système assez complexe par rapport à l'ancien système qui bloquait le chauffage pour chauffer le ballon d'eau chaude en priorité. Et du coup, comme maintenant j'ai plus de ballon d'eau chaude et que tout est dans le même bloc, dans la chaudière, plus besoin de ce système qui bloque. Et au moment où donc j'ai trouvé l'électrovan, je connaissais pas son existence, au moment où je l'ai connecté, l'électrovan, ça me bloquait complètement, ça me faisait un petit circuit. Et au moment où je le débloquais, ça me faisait un circuit, mais qui tournait à l'envers, en fait. C'était difficile, en démontant l'ancien système, de savoir dans quel sens il fallait le faire tourner. Et selon moi, comme c'était une boucle, ça devait tourner dans un sens ou dans l'autre. Faux, ça tournait que dans un sens. Maintenant, ça fonctionne. J'ai du chauffage partout, c'est le feu de Dieu. J'ai commandé une protection à l'intérieur, parce qu'il y a énormément de froid. On fera une vidéo sur le froid très prochainement, qui viendra occulter, en plus du sopplaire, qui viendra faire une isolation supplémentaire. Je t'en parlerai. Je devrais recevoir ça vendredi normalement et je te ferai une démonstration et je te dirai ce que j'en pense. J'ai beaucoup de choses à régler au niveau du froid dans ce véhicule. Je t'en parlerai et c'est un petit peu le cas de tous les camping-cars. On fera une vidéo spéciale pour ça. J'en viens aussi à quelques commentaires que j'ai lus concernant les gens du voyage. On ne peut pas stigmatiser une population. Après, bon, voilà, chacun mène sa barque comme il le veut. Mais encore une fois, pour moi, c'est difficile de taper sur celui qui a les privilèges et qui a pris les privilèges, plutôt que de taper sur celui qui crée les privilèges. On autorise ce mode de vie. Ce mode de vie est autorisé. Maintenant, ils ont des droits. Ça veut dire qu'ils ont fait valoir leurs droits et aujourd'hui, ils ont des aires d'accueil, mais pas partout. Alors, quand ils n'ont pas d'aire d'accueil, il y a des lois qui ont été créées pour ça. Donc, comment voulez-vous faire maintenant? On crée une loi, donc eux, maintenant, ils demandent à ce que la loi soit respectée. Et quand ils arrivent à un endroit, s'il n'y a pas l'aire d'accueil, tant pis, nous on va se planter n'importe où. Et voilà le problème. Le problème, c'est qu'ils ont su faire valoir leurs droits et qu'aujourd'hui, le gouvernement, et il y a quelque temps maintenant, assez longtemps, a imposé les aires d'accueil. Si aujourd'hui on impose une aire d'accueil camping-car dans chaque commune, on peut te dire ensuite, oui, dégage dans ton aire d'accueil, parce que c'est là ta place. Alors c'est sûr que ça supprime une liberté, parce qu'on est obligé, tu es obligé d'aller te parquer dans un endroit, mais je pense que l'obligation devrait s'appliquer quand il y a la structure pour t'accueillir. Sinon, c'est de la stigmatisation. Je suis tout à fait d'accord, mais j'irai pas aller dire « Ah bah oui, mais les gens du voyage, alors eux, ils font ci, ils font là. » Non, on peut pas... c'est comme les allocations. Hein. Si on te donne des allocations, tu les prends. Hein. Et quand il y a des gens qui arrivent de l'extérieur, on leur donne des allocations, ils les prennent, tu vois. C'est pas sur eux qu'il faut taper, c'est sur celui qui a mis en place ce système. Une question de Pascal Lourdet qui dit... bonjour, j'ai un camping-car Fleurette 2 litres 3 multijet 2012. Je voudrais installer 2 batteries plomb décharge lente en parallèle, prévues par Fleurette. Est-ce que mon chargeur et panneaux solaires vont pouvoir les recharger? Merci. Bah oui. Par contre, ça va être plus long. Tu peux ajouter tout ce que tu veux. En batterie, en fait, tu pourrais remplir ton coffre de batterie. Le problème, c'est qu'après, ça va être le temps qu'il va te falloir pour recharger. Et souvent, par exemple, le chargeur, quand tu branches au 220, il ne chargera que 10 ampères. Supposons que tu mettes 2 énormes batteries à décharge lente, à raison de 10 ampères, il va te falloir un long moment pour recouvrir la totalité de tes batteries. Tu peux tout à fait avoir une grosse capacité. D'ailleurs, moi je recommande d'abord la capacité batterie.
plutôt que de barder le toit de panneaux solaires. En ce moment, les panneaux solaires, ça fait pas grand-chose. Je pense que l'adroit, c'est d'abord de commencer par les batteries, avec des bonnes grosses batteries, parce que là, c'est comme si tu avais un réservoir, une réserve, que tu peux recharger de temps en temps sur un point fixe, sur une borne 220. Une fois que tu as tout recouvert ton pack batterie, il va être beaucoup plus long. En fait, tu vas pouvoir en profiter beaucoup plus longtemps. C'est sûr qu'après la recharge, je te recommande en effet d'avoir un chargeur rapide quand tu branches au secteur, qui va être un peu plus rapide que le chargeur qui est installé dans le camping-car. Mais sinon, aucun problème. Clément Thomas me demande, tu penses quoi des chauffages des bastos chinois ? En fait, moi, la seule chose qui m'inquiète, ça marche très bien, la seule chose qui peut inquiéter, c'est le fait qu'il ne soit pas CE. Alors, CE, tu vas me dire, ouais, mais de toute façon, qu'il soit CE ou pas, c'est pas grave. C'est sûr que quand ils sont CE, tu les payes beaucoup plus cher, parce qu'il y a des tests qui sont effectués pour qu'il y ait l'appellation CE. Mais par contre, si un jour tu as un souci, on ne sait jamais, tu prends feu, par exemple, par rapport, même si ça ne vient pas de là, tu prends feu, ils vont regarder, ils vont voir que tu avais un chauffage qui n'était pas CE, ils vont pas t'assurer tout simplement. Donc il faut faire attention à ça. Je pense qu'il vaut mieux payer un peu plus. Ce sera toujours un chauffage chinois, parce que la plupart du temps c'est des chauffages chinois, et eux ils ont pris la peine de répondre aux normes pour pouvoir avoir l'estampille CE. Et le fait d'avoir cette estampille CE, tu as un certificat de conformité qui accompagne ton chauffage, que tu gardes bien précieusement, et le jour où tu as un souci, si on te demande ton certificat CE ou qu'on expertise ton véhicule, il est CE. Donc tu n'auras pas de problème. Ou tout au moins, tu en auras beaucoup moins. Darkan me demande, bonjour Pascal, comment s'appelle la base dans les Landes où tu t'es arrêté ? Alors la base dans les Landes, c'est Mimizan en fait, et l'aire de camping-car, c'est une aire flot bleu. Alors sache que tu peux trouver également des aires sur... Alors flot bleu par contre, ils n'ont pas d'application, ça c'est un peu dommage, mais tu trouves, ils ont un site internet avec une carte interactive où tu peux trouver les aires flot bleu. C'est la deuxième que je fais, j'en avais fait une quand je suis allé valider un Euramobile Condura, qui était super bien faite au bord d'une rivière aussi, qui était en cours de travaux mais qui était quand même sympathique. Et tu en as un peu partout en France aussi, beaucoup moins que les camping-car parks, mais elles sont moins chères. Alors quelquefois, tu as le stationnement, tu payes le stationnement et tu payes l'électricité avec des jetons. Je crois que ça doit te coûter 2 € les 8 heures, ou 3 € les 8 heures, ou les 4 heures, je sais plus. Et donc il te faut des jetons pour alimenter la prise de courant. Alors quelquefois... Il y a des fois c'est moins cher, il y a des fois ça fait un peu plus cher selon les endroits où tu vas. Il y a Daniel Couteau qui me dit tout à fait d'accord avec toi au sujet des aires, mais camping-car park c'est malheureusement de la rentabilité des profiteurs. Comment ça se passe ? Camping-car park, ils vendent un concept. Voilà, ils vendent un concept un peu comme une franchise en fait. Ils démarchent les mairies ou les mairies contactent camping-car park parce qu'ils veulent être accueillants. Ils n'ont plus envie de gérer le camping municipal. C'est quasiment que des campings municipaux. Ils n'ont plus envie de gérer ce camping municipal. Donc, ils préfèrent qu'il y ait quelqu'un qui leur fasse la promotion et qui s'occupe de l'infrastructure, de la logistique. C'est la commune qui vient, souvent, remplacer nettoyer les poubelles. Enfin, il y a un accord comme ça et la commune reçoit une rétribution. C'est comme s'ils donnaient la gestion d'un camping à un organisme. C'est pas Camping Car Park qui rachète le camping. Ça se passe pas comme ça. Camping Car Park tire une prestation au passage. Chaque personne qui rentre, il y aura une partie qui sera pour Camping Car Park et il y a une partie qui revient à la commune qui a demandé à ce que Camping Car Park vienne installer la logistique. Donc les mairies sollicitent Camping Car Park pour qu'ils viennent faire la logistique, pas Camping Car Park qui vient s'introduire et s'imposer quelque part. Souvent, c'est un échange de bons procédés et ça arrange beaucoup les communes parce qu'ils n'ont plus à gérer. Ils n'ont plus à gérer les réservations, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas une personne, ça fait des économies pour la commune. Et c'est souvent les communes qui craquent pour ce système. Jennifer Giansoldati qui me pose une question concernant ma clim. Salut Pascal, peux-tu me dire si ta clim en mode chauffage fait du bruit car la mienne fait un boucan ? Oui, elle fait du bruit, elle fait beaucoup de bruit. Elle fait du bruit, mais si je dors, par exemple, là j'ai eu des pannes de chauffage, donc forcément la nuit, quelquefois je mettais la clim en mode chauffage, surtout quand j'avais du courant, parce que si t'as pas de courant, c'est pas la peine. Il y avait tellement de bruit ça fait tellement de bruit. C'est pas énorme, mais tu t'en parlais quand même, mais ça fait du bruit.
Donc je mets des boules caisses. Par contre, tu as quand même la vibration de la clim qui vibre un peu dans le véhicule. Donc au moment où elle se met en route, ça fait un boum. Et après elle tourne, à ce moment-là, quelquefois, tu peux te réveiller. François Guérin qui dit « Tu parles de gardiennage, pourrais-tu nous donner une estimation du coût d'un gardiennage au mois et à l'année ?» Alors ça, c'est sur une ancienne vidéo. En Haute-Savoie, en fait, tu arrives à trouver à 60 € par mois. Voilà, en Haute-Savoie. C'est quand même relativement cher, la Haute-Savoie. Je ne dis pas que 60 € c'est cher, mais la Haute-Savoie, c'est quand même relativement cher. Donc je pense que il semble que je suis allé voir un véhicule vers Mont-de-Marsan, on me parlait de 50 €. Donc tu vois, je pense que dans ces prix-là, donc 50 € alors par contre, tu t'engages sur une année, même si tu n'es pas là. Si tu payes 50 € sur 10 mois 500, ça fait 600 € par an, on va dire, de gardiennage. Marie-France Berchi qui dit « Tu veux racheter un CC et ton projet de fourgon emménagé ». Le projet de fourgon emménagé, c'est une expérience. Ça veut dire que je vais le faire, ce fourgon emménagé, et je vais essayer pour voir un peu si ça peut me convenir. Il est clair que si ça me convient, à ce moment-là, arrêt buffet, et je reste avec un fourgon comme celui-là. J'ai encore mes 2 enfants, et c'est vrai que lorsque je les ai en vacances ou éventuellement pour un week-end, il est pas trop grand mon véhicule ici. Donc, je sais pas. Pourquoi ne pas garder les deux, utiliser le fourgon quand je pars en déplacement pour valider des véhicules, et puis à côté de ça, avoir le camping-car pour les grands déplacements, pour la détente, pour les enfants, etc. À voir. J'ai pas encore bien pris de décision, c'est des projets qui sont dans ma tête, mais tout n'est pas encore bien défini. Pat qui dit, donc je pense qu'il y a dû y avoir plusieurs réflexions à ce sujet, c'était concernant le camping-car sur lequel on a annoncé 2014 alors que c'était un 2011. Effectivement, comme te le suggère un membre de la famille, pourquoi ne pas apprendre à tes abonnés comment reconnaître la vraie date de sortie d'un camping-car grâce au marquage sur les vitres, comme l'ont montré Cyril et Eddy sur leur chaîne YouTube. Ce serait vraiment utile comme tuto à dimanche. Tout simplement, vous allez chez Cyril et Eddy, vous voyez comment ils vont vous dire. C'est sûr. La date est sur les... Il est vrai que la date, alors c'est toujours une année après. La date est souvent sur les pare-brises ou les vitres latérales. La valeur d'un camping-car, quand il est, on va dire, après 2015. Entre 2015 et 2020, quand tu vas en reprise chez un concessionnaire, en effet, il veut avoir la date, l'année modèle. Alors c'est vrai que quand tu as un tout nouveau modèle, je comprends. Mais par exemple, on a eu des cas où le modèle 2018 est identique au 2019. Il y a 2 bricoles qui ont changé. Le 2020, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas concessionnaire. Moi, je suis pas en train de faire des reprises pour essayer de te faire baisser le pantalon jusqu'en bas des chevilles. Tu vois, c'est pas mon but. Moi, un véhicule de 2011, de 2012 ou de 2013... Si tu regardes bien les valeurs sur le marché de l'occasion, ça sert à rien d'ouvrir l'Argus. Ça, c'est l'Argus. Là-dedans, c'est chez nous, dans le marché de l'occasion, ça compte pas. Là, l'Argus, c'est quand on veut te faire une reprise. Tu vois, c'est à ça que ça sert. L'Argus, c'est fait pour les professionnels. Que tu aies un véhicule de 2011, de 2010, 2011 ou 2012, par exemple, sur le prix de vente, t'as quasiment pas de différence. C'est sûr que là, entre 2014 et 2011, oui, en effet, il y a une énorme différence. C'est pas moi qui décide tout. Il y a le propriétaire du véhicule qui, lui, en veut un certain prix. Moi, je fais mon travail parce que j'ai une connaissance un peu du marché quand même. Je muse les yeux sur les annonces. Je vois un petit peu la moyenne du marché. En fait, elle est là, l'occasion. C'est sur la moyenne du marché. C'est pas sur le millésime. De te vendre un 2013 pour un 2011, un 2011 pour un 2013, c'est pas cool. Un 2011 pour un 2014, c'est pas cool non plus. Donc c'est bien quelquefois d'avoir le millésime, mais ça n'a pas l'importance au niveau du prix qu'on peut imaginer. Ça, c'est bien chez les concessionnaires. Quand tu te fais reprendre ton véhicule, il est clair que on suppose par exemple que si tu as acheté en 2020 un 2018, tu l'as certainement payé moins cher que si c'était un 2020. Mais par contre, le véhicule a la même utilisation. Il a commencé à rouler en 2020. Il n'a pas roulé en 2018. On est d'accord. Donc c'est un peu tendancieux en fait. Moi, je suis pas une concession et je suis pas en train de reprendre un véhicule. Moi, en fait, ce que je cherche à faire, c'est de le faire dans le respect de chacun. Ça veut dire que je ne vais pas descendre un camping-car pour le plaisir. On va voir le camping-car, on va voir si la valeur est justifiée. Si la valeur n'est pas justifiée, comme ils sont toujours surévalués, il faut que le prix soit juste, en fonction de ce que... surtout pour l'acquéreur en fait.
Et autant pour l'acquéreur que pour le vendeur. Maintenant, moi, mon but, c'est pas d'aller le descendre en lui disant, mais tu vois, c'est pas un millésime 2018, c'est un millésime 2017, ou je parle plutôt sur les plus anciens, c'est pas un millésime 2010, c'est un millésime 2009, tu vois. S'il n'y a pas eu une grande transformation au niveau du véhicule, pour l'utilisateur, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. À l'occasion, d'ailleurs, au passage, tu as des vendeurs de camping-car qui vont faire ta reprise, tu vas aller avec ton camping-car, ils vont savoir comment ils peuvent détecter l'année modèle, mais par contre ils vont même pas savoir ce que c'est qu'un double plancher, tu vois. Tu vas leur poser des questions sur la boîte de vitesse, il y en a qui disent c'est une boîte automatique, ils savent même pas que c'est une robotisée en fait. Aujourd'hui, il y a des vendeurs qui s'improvisent vendeurs de camping-car, parce qu'auparavant ils étaient vendeurs d'automobiles, mais qui s'intéressent même pas à ce qu'ils vendent. Eux ils veulent juste vendre, ils savent même pas ce qu'il y a dedans. Tu vois, ils ignorent tout en fait. Tu leur demandes, moi j'ai entendu, hein, tu leur demandes s'il y a un double plancher. Double plancher, c'est quoi? Tu es obligé de leur expliquer ce que c'est qu'un double plancher. Il sait pas, le gars. Il a même jamais utilisé un camping-car de sa vie, tu vois. Et il est là, il vend les camping-cars, et il sait pas ce qu'il vend. Par contre, l'année modèle, au moment où il te reprend, ça il sait. Hein. Là, pour te l'enfoncer, là, il sait. Donc tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça c'est des arguments de vendeur. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut te faire enfler à acheter un truc qui est immatriculé en 2018 et puis qui était de 2015. Hein, tu vois, il y a une logique aussi là-dedans. On va commencer à regarder les millésimes sur les années très récentes en fait. Mais sur les véhicules qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça n'a plus de sens. Dalila Choutri qui me demande « Merci pour ces vidéos intéressantes. Une question, est-il possible de mettre dans un camping-car un poêle à bois pour chauffage et cuisine ?» Oui, tout à fait. Il faut que le soit sécurisé, que ce soit fait bien sûr correctement pour pas foutre le feu en fait. Hein. Tout le problème est là. Alors je sais qu'il y a les vadrouilleurs par exemple qui avaient fait ça dans leur... je crois que c'était dans leur petit bus, le premier. Sur le deuxième, ils sont partis sur autre chose. Mais il y a également une chaîne d'un van, un van d'ailleurs L4H3, un peu comme celui que je vais préparer, qui a un poêle à bois également. Donc oui, c'est tout à fait faisable. Hein. Mais alors là, encore une fois, il a prévu un espace relativement important pour éviter justement que ça crame, quoi. Hein. Bonjour, je suis Nathalie, donc Nathalie Lacour, j'ai un camping-car rapido intégral que j'ai mis en vente mais n'arrive pas à le vendre. D'après mon mari, c'est parce que j'ai repeint l'intérieur. Que pensez-vous des véhicules repeints? Quand c'est bien fait, quand c'est propre, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ça dépend. Écoute, ce que je te propose, c'est de m'envoyer un message sur nomadintotheworld@gmail.com. Envoie-moi quelques photos de ton véhicule, décris-moi, dis-moi ce que c'est, et je te dirai déjà si tu es au bon prix, à mon avis, et peut-être, pourquoi pas, trouver peut-être quelqu'un de notre famille qui serait éventuellement intéressé. Mais je te dirai ce que j'en pense. Essaie de faire quelques photos de l'intérieur, de l'extérieur, et envoie-moi ça, ça m'intéresse de voir, et puis je te dirai, après si tu vois si c'est un rapido avec l'IA à la française, peut-être que c'est pour ça que tu as du mal à le vendre. Peut-être que tu n'es pas en bon prix. C'est peut-être pas forcément parce que tu as repeint l'intérieur. Christian Thierry, bonjour Pascal. Quand tu parles des grincements sur les intégraux, est-ce sur les anciennes générations ou aussi sur les modèles récents? Bien sûr, sur les modèles récents. Bien sûr. Tout dépend des marques. Hein. J'ai dans mes connaissances quelqu'un qui se reconnaîtra, qui avait un Le Voyageur. Avant ça, il avait un Itineo. Donc l'Itineo, bien sûr, ça grince de partout, hein, forcément. Le Voyageur, ça grinçait un peu aussi, tu vois. C'est pas non plus... c'était pas zéro grincement, quoi. Et c'est vrai que lui, il est un peu irrité. Il aime pas les bruits de grincement. Là, aujourd'hui, il est un Yes-Man. Ça grince plus du tout, en fait, tu vois. Donc, il est vrai que sur du très haut de gamme, t'as pas ces grincements, mais sur les Hummer, les Hummer, moi j'en ai conduit plusieurs, ça grince quoi, de partout. Le tableau de bord. Et ça, en fonction des routes que tu prends pas que des tapis, ça finit par travailler en fait. T'as ton tableau de bord et autour t'as comme une espèce d'encadrement qui vient faire la jointure avec la caisse. La caisse, elle travaille beaucoup plus qu'une caisse, qu'une tête de fourgon comme le mien ou comme ceux des profilés. C'est pour ça que quand j'ai lu quelques commentaires qui disent non, moi j'ai un tel... À partir du moment où tu as ta cabine, la cabine d'origine, oui, ça grince un petit peu dans les jointures, hein. Moi ça grince un petit peu, mais comparé aux intégraux que j'ai essayé, même du Franquin, hein, dis donc, c'est pas grand-chose, hein, je vais te dire. Hein. C'est pas grand-chose, le mien il grince quasiment pas. Tu prends un rapido, ça grince de partout.
Hein, et il n'y a pas que rapido. Hein, tous ceux que j'ai eu l'occasion d'essayer, ça grince. On a donc AI11 370, il n'y a pas ton prénom, qui me propose de venir essayer un intégral qui ne grince pas. Alors, oui, en effet, je pense qu'il doit y avoir forcément des intégraux qui ne grincent pas. Reste à savoir sur quelle marque. Hein. Je pense que ça doit être certainement du haut de gamme. Moi, idem, car châssis Alco, moi, tous ceux que j'ai essayé, c'était des châssis Alco. Hein. C'est pas forcément le châssis, c'est aussi la conception de la cellule, quelquefois. Hein. J'ai un petit commentaire rigolo, c'est Daniel Rivalin qui dit « Ah, tu prépares les gens à la vente prochaine de ton CC, bonne journée. » Non, parce que tu vois, je suis en train de réfléchir au bien fondé du truc. Parce que j'ai discuté, d'ailleurs, je les ferai parler à ce sujet la prochaine fois que je les ai. Mes enfants qui me disent « Mais papa, pourquoi tu veux le vendre? Nous, on l'aime, ce camping-car. » Donc, ça m'a un peu interpellé. Et puis je me suis dit, il y a quand même des choses que j'aimerais faire, régler quelques problèmes pour qu'ils soient, dans mon idée, parfaits. Il y a des choses que je veux résoudre, comme par exemple le froid de la capucine. Il y a des choses que je voudrais modifier. Et je me demande donc si je ne vais pas repousser ça à plus loin. C'est vrai que le salon arrière me tente bien. Donc je pense que je vais repousser un petit peu, je ne sais pas encore. Charles Lacombe qui dit « Bonjour, la qualité d'une vidéo tient au fait qu'on commence à la visionner, on va jusqu'au bout, c'est le cas pour cette chaîne, je m'abonne. » Merci beaucoup. Question, quel est le logiciel vidéo utilisé? Eh bien c'est Adobe Premiere Pro, qui est stable, le mien, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai vu ils ont eu certains problèmes à un moment donné, mais moi ma version est parfaitement stable. Pour terminer, je veux juste te parler d'une application qui s'appelle Sigic, que tu télécharges sur Google Play Store, que j'essaye depuis maintenant un petit moment, et j'ai payé d'ailleurs, hein, j'ai acheté, je crois qu'elle coûte 50 €, une cinquantaine d'euros l'application, sur lequel tu peux ajouter des options pour avoir éventuellement l'alerte radar, et la circulation également, hein, pour éviter les bouchons. Elle est super bien faite parce que tu rentres les coordonnées de ton véhicule, hein, la taille, largeur, longueur, hauteur, etc. Dedans, tu as les parkings camping-car, tu as les parkings tout court, tu peux rentrer tes propres poids, hein, ça veut dire que si tu as une liste de poids avec par exemple, on suppose que Camping Car Park met à disposition ces poids, tu pourrais les rentrer dedans et tu pourrais les localiser pendant que tu roules sur ton trajet. Au moment où tu vas passer, ça m'a surpris, et au moment où j'allais passer, tu sais, moi je fais environ entre 3,30 et 3,40, et je suis sorti de l'autoroute, il m'a dit, attention, vous risquez de ne pas passer en hauteur. Il t'avertit que tu risques de ne pas passer, de bien vérifier avant d'entrer, que peut-être tu passeras pas. Et ça, j'ai trouvé que, bon d'accord, habituellement on te fait passer par les bons endroits, mais là j'allais tourner à un endroit et il m'a prévenu qu'il fallait pas que je passe. Donc, jusqu'à maintenant, j'avais un Mappy qui est un peu petit, et j'ai voulu essayer ça, et là du coup, l'idée, ce serait de mettre un double DIN, un gros autoradio double DIN avec une grande tablette articulable, passer sur ce GPS-là, sur la tablette directement. Alors je t'en parlerai plus tard, hein, si je suis passé à ça. J'ai l'historique ici. Voilà, donc je mets l'historique. Et par exemple, on va aller directement à Lyon. Alors je fais, voilà, je choisis mon adresse, je fais naviguer. Tu vois. Là, il m'indique les différents trajets. Bon, là, il n'y en a qu'un. Je fais naviguer, et voilà, ensuite ça se passe comme ça en 3D, mais tu n'es pas obligé de l'avoir en 3D, tu peux aussi l'avoir en 2D. Tu as la distance qui te reste à parcourir, la vitesse instantanée, l'heure à laquelle tu arrives. Je trouve que c'est super bien fichu. Franchement, j'en ai essayé des GPS, celui-là je trouve qu'il est pas mal. Voilà, tu peux dicter vocalement. Hein, Je te recommande de regarder un petit peu, tu as un essai gratuit, donc Sigic, S-Y-G-I-C. Sigic Truck en fait, hein, au départ c'est pour les camions également, mais il fait également les campeurs, hein, les camping-cars. Et ben je suis sur l'aire de Camping Car Park de Saint-Vulbas. C'est une petite aire sympathique, bon ça caille, hein. Je pense pas que ça a dépassé 0 là aujourd'hui. Alors tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est que derrière il y a des animaux, il y a des ânes, il y a des moutons, des chevaux. C'est tout à fait là-bas au fond, t'as l'Isère qui passe. Alors excuse-moi, je t'ai dit n'importe quoi, c'est pas l'Isère, c'est le Rhône. Hein. Et on y va tout de suite.
camping-cars sont là-bas. Regardez ça. C'est pas magnifique. Franchement, on voit le Frankia là ici. Je suis juste derrière. Tu vois là-bas? Voilà. Voilà pour cette petite balade au bord du Rhône. J'ai les oreilles qui vont tomber. J'ai la mâchoire qui est complètement figée. Ah, il doit faire, je crois qu'ils annoncent -2 et -6 cette nuit, mais -2 la journée. Donc il fait vraiment pas chaud. Bah, c'est une aire qui est 10 places, mais qui est quand même relativement calme. On n'est que deux en fait. Voilà, tu vois, c'est des beaux petits emplacements qui sont séparés avec des petites haies. C'est plutôt bien foutu. Bon, la famille, je te laisse. Je te dis à vendredi. À l'heure où je te parle, je suis en train de descendre sur Cannes, donc par la vallée du Rhône, parce que je passerai pas par Grenoble. Il y a un peu trop de... Les conditions ne sont pas très bonnes et bon, je préfère assurer et jouer la prudence et descendre par la vallée du Rhône. Voilà. Je te retrouve vendredi. À tout bientôt. Ciao.